Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. À partir de 12h55, portrait de la France RN comme rassemblement national avec le photographe documentariste Vincent Jarousseau. Il prolonge dans un film documentaire le travail entrepris dans les racines de la colère à Denain dans le nord de la France. On le retrouvera aujourd'hui pour la grande table des idées. Mais d'abord, à la vie comme au cinéma, le comédien caméléon Pierre Deladonchamp invite à ne pas se fier aux apparences. Après avoir tourné avec Alain Guiraudy ou encore Christophe Honoré, on le retrouve au cinéma dans La petite leçon d'amour de la réalisatrice Ève Deboise. Pierre Deladonchamp, celui qui a peut-être le patronyme le plus long du cinéma français, est aujourd'hui notre invité à écouter jusqu'à 12h30 ou plus tard, si vous le souhaitez, en nous rejoignant sur le fil de vos podcasts. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Un prof de maths dans la tourmente, acteur singulier qui aime se risquer, s'abandonner, dit de lui Ève Deboise, la réalisatrice de Petites leçons d'amour en duo avec Laetitia Doche, extrait du film en salle mercredi. Attendez, non. Mais d'abord, rendez-moi cette lettre. C'est à moi qu'elle a été adressée. Vous couchez avec une jeune fille de 15 ans. Mais non. Vous avez une liaison avec Océane Marquet. Mais pas du tout, je sais même pas à quoi elle ressemble. Il y a juste une petite bande de nanas au fond de la classe qui passent leur temps à ricaner et à se foutre de ma gueule. Mais Océane Marquet, je sais même pas laquelle c'est. Ah bon? On est au milieu de l'année, vous n'identifiez pas vos élèves. Je sais juste qu'elle fait partie de ceux qui veulent me faire virer, d'accord? Et qu'il y a des parents qui suivent. Et pourquoi? Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Oui. Parce qu'il y a un complot contre moi, voilà. Pourquoi? Je suis un prof exigeant et tous ces élèves sont nuls. C'est des petits gosses de Bourges qui branlent rien et qui passent leur temps à raconter des conneries. La semaine dernière, j'ai fait un malaise en plein cours. Bon, ça arrive. Hein. Vous savez ce qu'ils ont raconté? Que j'avais fait un coma éthylique. Vous vous rendez compte? Non mais moi je suis à bout, hein. J'en peux plus. J'ai de la tension. Ils veulent ma peau. Ils veulent me rendre dingue. Tenez-vous un exemple. Parfois, en plein cours, il y en a un qui se lève et qui crie « Éléphant !» Comment faites-vous ? Éléphant. Genre là, vous êtes très raisonnable. Bonjour Pierre Deladonchamp. Bonjour. Bonjour, bienvenue autour de cette grande table culture. Quel duo forme ces deux âmes, l'une plutôt solitaire, l'autre plutôt en peine, dans ce film, Petite leçon d'amour? Ouais, ils se retrouvent par hasard, deux âmes perdues en errance et qui sont obligés de rester ensemble une partie de la soirée, voire de la nuit, pour retrouver une adolescente, elle-même en danger. En tout cas, ils le pensent. Elle est promeneuse, promeneuse de chiens, promeneuse solitaire. Elle va à un moment s'arrêter dans un café, tomber sur un paquet de copies. À l'intérieur de ce paquet, parce qu'elle commence à les lire, des devoirs de maths. Et tout à coup, une déclaration d'amour d'une élève à son prof. Et qui se termine par les mots d'une jeune femme qui dit attendre ce professeur. Et s'il n'arrive pas, elle pourrait mettre fin à ses jours. S'entame une véritable course-poursuite pour essayer de retrouver l'adresse de cette lettre. Hein, ce professeur qui a oublié là son paquet de copies, puis cette jeune fille qui menace de mettre fin à ses jours si elle ne retrouve pas le visage de son bien-aimé. Voilà pour le pitch, comme on dirait, de cette petite leçon d'amour de la réalisatrice Ève Deboise. Vous aviez une envie de comédie, une envie de changer de registre ou au contraire de revenir aux sources de votre jeu d'acteur? Voilà, vous avez bien résumé les choses. Il se trouve que j'ai commencé à travailler dans le milieu du cinéma par le biais du drame et que je ne sais pas si c'est des étiquettes qu'on nous colle ou si c'est l'inspiration qui est telle, mais on m'a peu proposé de genres différents. Et au bout d'un moment, j'avais envie effectivement de m'essayer la comédie dans la mesure où c'est ce pourquoi j'ai commencé le théâtre quand j'étais jeune. J'aimais faire rire les gens sur scène, j'aimais jouer du Feydeau, du Marivaux, certaines pièces de Molière et donc je me suis dit que j'allais en parler à mon agent qui est Grégory Veil et qui est toujours très à l'écoute des gens avec qui il travaille, et il m'a dit on va attendre, on va trouver les bons projets, mais j'ai entendu ton désir. Comment on fait rire les gens sur scène ou au cinéma? Je crois que c'est la détresse qui fait rire, c'est les problèmes qui font rire, c'est les gens qui vont bien ne font pas beaucoup rire. On se moque de soi-même, parfois des autres, on tombe, on rit aussi. Le rire fait rire. Donc je crois que le rire c'est à la fois
enfin, c'est très proche et très éloigné des larmes. Je trouve que c'est très dur de bien faire rire et que les comédies réussies sont très nobles à mes yeux. Je trouve que c'est très dur de bien écrire, bien réaliser et bien jouer dans une comédie. Le rire, en fait, c'est superficiel ou très profond? Au contraire, pour vous, il va se chercher où? Pour moi, c'est les deux. Je trouve que le rire peut parfois être malvenu ou même blessant. Et d'autres fois, il peut être communicatif, il peut faire du bien. J'irai pas jusqu'à dire que je vais faire une thérapie du rire dont j'ai entendu parler il y a peu de temps, mais je trouve ça de toute façon mieux que parfois d'aller chercher trop à couper les cheveux en quatre dans sa tête. Parfois, rire, en tout cas hormonalement, ça fait beaucoup de bien. De quoi vous ne riez pas? Qu'est-ce qui ne vous fait pas rire? On ne peut pas rire de Tellement de tout avec choses. n'importe qui, ça c'est la première chose. Mais Oui. à part ça, Ben, oh là là, c'est une vaste question. Je dirais tout et rien. Euh, c'est très très bête comme réponse, mais je vais penser tout de suite, quand vous me dites qu'est-ce qui vous fait pas rire, là j'ai envie de vous dire euh, la guerre. La guerre ne me fait pas rire parce qu'elle est omniprésente dans nos têtes en ce moment. Et puis la misère, la détresse, effectivement, c'est dur de rire de la condition de vie de certaines personnes. Voilà, je trouve que c'est plus noble. J'aime pas le mot, mais j'en trouve pas d'autre. le rire ne doit pas forcément être politiquement correct, mais il ne doit pas être rabaissant. C'est pour ça, vous. C'est cette idée-là. exactement. Ouais. Et si on en revenait au ressort du rire avec le comédien Laurent Stocker de la Comédie Française? J'aime beaucoup le comique parce que, faut crever l'abcès pour dire ça, mais le comique, c'est quelque chose de très sérieux. Et si vous faites du comique, je pense, mais ça n'engage que moi, avec le clin d'œil au public en disant voilà, ça va être comique, alors moi, ça ne me fait absolument pas rire. Les situations comiques, par exemple chez Feydeau ou dans ces théâtres-là, sont d'une cruauté absolue. Si vous le jouez absolument cruel, c'est drôle. Si vous le jouez avec le clin d'œil ou un peu lentement ou en montrant que attention, je vais faire rire, c'est pas drôle du tout. Le comique, pour moi, c'est quelque chose de très drôle. Et finalement, il faut être assez tragique pour être comique. Si on n'a pas une dose de tragédie en soi, si on n'a pas une fracture en soi de quelque chose qui ne regarde que soi-même, on n'est pas un grand comique. Et les grands comiques, je pense que ce sont des gens qui ont absolument cette faille. Et il y avait Ferré qui disait « Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. » Moi, je pense que c'est ça, les comiques. C'est ça les comiques. C'est très bien dit. Oui, en l'écoutant, je me disais exactement la même chose et que effectivement, je rejoins Laurent. Pour moi, singer soi-même les scènes qu'on vit pour faire rire et faire des clins d'œil à la caméra ou au public, c'est là que ça devient mauvais. Mais effectivement, dans les Feydeau où les situations sont certes rocambolesques, mais parfois dramatiques, on sent une forme de détresse des personnages. Alors, pas de la détresse dont je parlais juste avant, mais la détresse de la situation, quoi. Ma femme va arriver, ma maîtresse est juste là. Des choses qui peuvent, sur le papier, paraître légères et qui, en fait, si on les joue vraiment telles qu'elles sont écrites, eh ben, ça devient dramatique pour l'interprète, enfin pour le personnage, et drôle pour le spectateur. Ce qui est intéressant dans ce dialogue entre vous deux, reconstitué, entre Laurent Stocker et vous, Pierre Deladonchamp, c'est cette école Feydeau par laquelle vous êtes passés tous les deux. École Feydeau qui porte encore aujourd'hui et qui semble nourrir vos rôles, des rôles beaucoup plus contemporains, comme celui que vous portez dans La petite leçon d'amour aujourd'hui d'Ève de Boise. C'est vrai, et c'est parce que j'ai notamment un grand souvenir d'une scène que j'ai passée un jour en cours du Dindon de Feydeau. Et où pour la première fois devant ma classe, on était une trentaine, les gens étaient pliés de rire. Et ça m'a nourri, ça m'a fait du bien, ça m'a flatté l'ego, évidemment. Ça serait mentir que de dire le contraire. Et je me suis senti utile. Et je me suis dit, ça, je peux le faire. Et ça m'a beaucoup plu.
Alors on passe de l'éléphant au dindon, du dindon à l'éléphant et on revient à cette petite leçon, d'amour et cette, course-poursuite où 2 êtres de solitude vont finir quand même par se retrouver et se rencontrer. Ève de Boise, la réalisatrice de Petites leçons d'amour, dit avoir été séduite par la vulnérabilité que vous donniez aux personnages et c'est intéressant dans ce comique qu'on évoquait, qui n'est pas un comique, musclé, ni un comique qui rabaisse. Elle évoque cette enfance qui revient dans votre manière d'interpréter le personnage, qui revient par petites touches, d'être allé chercher aussi cette innocence-là à offrir à votre personnage, cette manière qu'il a de regarder le monde, presque un peu naïvement, de manière très, très fraîche. Vous étiez quel enfant, vous, Pierre Deladonchamp? Vous me direz combien je vous dois à la fin. J'étais un enfant plutôt heureux, assez casse-cou. Et je faisais pas mal de conneries, mais pas très graves. Et j'avais tout le temps besoin d'être avec des gens. Je supportais pas d'être seul. Alors, est-ce que les conneries, c'était déjà le plaisir du jeu? C'était l'aventure, les expériences, essayer des choses, la curiosité. Je suis encore aujourd'hui quelqu'un de très curieux. Donc des fois, quand j'ai envie de voir le résultat d'une expérience, je la fais. Et on devient comédien parce qu'on a envie de mettre en scène sa vie. Ça tient de cela aussi? Ah, je sais pas. Je crois pas. Peut-être qu'il y a une part de ça, mais moi je dirais que je suis heureux d'être comédien parce que ça me permet de vivre plusieurs vies dans une vie qui est somme toute assez courte. Et alors chaque tournage ou chaque pièce de théâtre, même si j'en fais moins, je suis un petit peu les personnages que j'interprète. Vous n'auriez pas été comédien, vous seriez quoi? Alors je sais très bien ce que je serais, mais c'est deux métiers vers lesquels j'aurais adoré me tourner. Un plus réalisable que l'autre par rapport à mes capacités scientifiques, parce que j'étais nul en maths, en sciences, mais j'aurais adoré être médecin. Plus particulièrement, je crois, psychiatre. Et sinon, dans les choses plus réalisables, je suis passionné par tout ce qui est végétal, donc certainement que j'aurais fini par me tourner vers, je sais pas, paysagiste ou quelque chose comme ça. Ah. Psychiatre, ça c'est intéressant puisque on parlait de sonder l'insondable avec Julie Gacon à l'instant, que vous me renvoyez, c'est l'arroseur arrosé un peu avec vous. Mais c'est intéressant à travers tous les personnages que vous avez pu interpréter, et notamment tous ces personnages qui ont au cœur même de leur vécu une forme d'ambiguïté. Et je me demandais à vous voir, à vous revoir, si cette ambiguïté, elle était difficile à interpréter pour un comédien. Cette idée du jeu de masque derrière celui de l'acteur, celui du personnage. On a l'impression qu'à chaque fois qu'un masque tombe, un autre apparaît dans pas mal de vos films. Oui, ça me rappelle une phrase, pardon d'oublier la personne qui l'a dite, mais elle me plaît beaucoup, qui dit que les acteurs que tout le monde est comédien et que les acteurs font un peu plus semblant que les autres. Et ça me fait penser à ça, qu'on joue tous un jeu social, tous et toutes, à un moment donné de notre vie, voire toute notre vie pour certaines et certains. Et être acteur, quelque part, beaucoup de gens trouvent que justement c'est des gens faux ou des gens dont on ne comprend jamais vraiment qui ils sont. Et je crois que la comédie m'a appris à beaucoup mieux me connaître et à être beaucoup plus sincère avec qui je suis vis-à-vis des gens que je croise dans ma vie. Parce que effectivement, il y a de la psychologie, il y a de la psychothérapie aussi dans le fait d'être acteur. On va chercher des choses consciemment et inconsciemment en soi, qui nous font forcément réfléchir. Et je crois aussi qu'on reste toujours habité par une partie des films qu'on fait. Pas forcément par le personnage, mais en tout cas par la trajectoire de l'œuvre dans laquelle on a joué. Et voilà,
Ça, c'est intéressant. Quels sont les rôles qui vous ont le plus marqué, vous diriez, jusqu'ici dans cette trajectoire? On pense évidemment au film et au beau rôle que vous offre Alain Guiraudy avec L'inconnu du lac, César du meilleur espoir masculin pour ce film. On pense aussi à Christophe Honoré qui, 5 ans plus tard, vous replonge dans le rôle de l'amoureux fou, écrivain homosexuel qui s'offre une dernière romance en dépit du bon sens. Et ce sont 2 rôles qui mettent en confrontation à chaque fois la raison et les pulsions, hein, la raison et le désir plutôt. Oui, j'ajouterais à ces 2 films que j'affectionne particulièrement, Nos années folles de Téchiné, qui était certainement un de mes plus grands rêves d'interprète, c'était de jouer un personnage qui a le désir. Alors au départ, c'est pas un désir de sa part, mais en tout cas ça finit par justement rester parce qu'il aime ça. Il est obligé de se travestir pendant la Première Guerre mondiale pour échapper à la cour martiale parce qu'il a déserté. Et il finit par se prendre un peu plus qu'au jeu, puisque ce n'est plus un jeu, ça devient sa vie. Et ça me fascine. Je suis fasciné par ce film, par ce personnage qui a existé, qui s'appelait Paul Grappe, et sa femme Louise. Et j'aime beaucoup ces 2 personnes, et j'étais tellement heureux de pouvoir raconter un petit peu leur vie. Mais pourquoi il vous a fasciné? Mais parce que c'est peut-être une mise en abîme encore plus forte de mon métier. Je jouais un personnage qui jouait un personnage, et qui finissait par être ce personnage. Donc j'ai trouvé ça grisant, en plus d'être dirigé par un aussi grand homme qu'André Téchiné, et avec pour partenaire Céline Salette, que je trouve absolument formidable et talentueuse. Donc pour moi, c'était une odyssée incroyable. Passer du féminin au masculin dans ce film-là, Nos années folles de Téchiné, même si vos traits fins s'y prêtent plutôt bien, vous diriez que c'est la métamorphose quand même la plus compliquée pour un acteur. On sait que l'habit ne fait pas le moine, ni la robe la femme. Comment passer de l'un à l'autre? C'est vrai que j'avais peur de la crédibilité. Je ne voulais surtout pas tomber dans la caricature, et André non plus. Et je voulais surtout pas faire offense aux personnes dont c'est la vie dans la vraie vie. Et donc j'ai essayé d'être au plus près de quelque chose de sincère et de mon propre désir de me travestir, parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire dans la vie de tous les jours, mais j'ai particulièrement aimé le faire pour un film. C'est ça que j'aime beaucoup moi dans le métier d'acteur, c'est un prétexte pour faire plein de choses qu'on n'oserait pas faire dans la vraie vie. Mais c'est plus qu'un travestissement, c'est une métamorphose quand même dans ce film-là. Oui, c'est une métamorphose, et c'est surtout, on plonge dans les abysses de son conscient et de son subconscient, à ce Paul Grappe. On parle des années 20 où il y avait à la fois des mœurs très 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 libérée, et aussi une société beaucoup moins moderne que celle d'aujourd'hui. Et c'est dingue de se dire qu'il a pu comme ça vivre toutes ces années dans des lieux clos, au Bois de Boulogne. Il y avait une fantaisie, une folie, une créativité qui me plaisent beaucoup. Le cinéma permet ça, hein, questionner nos pulsions, nos désirs, peut-être les plus profonds. On va écouter la voix d'un grand cinéaste, réalisateur de l'amour, Emmanuel Mouret. Les histoires d'amour, c'est un lieu commun qui permet de faire des films à suspense, parce qu'il y a du désir, mais pour pousser les choses plus loin, de parler de l'homme et des hommes entre eux. Et c'est ça que je trouve passionnant, parce que finalement, sur l'amour, on sait tout ce que c'est que l'amour, et dès qu'on s'y interroge, dès qu'on essaie de penser de près, on a chacun des opinions différentes, diverses, et on ne sait plus très bien ce que c'est. Donc le domaine de l'amour, c'est une sorte de presque Far West, où chacun y va un peu avec ses valeurs morales. Et c'est pour ça que c'est passionnant. C'est une sorte de reflet de notre vie en société. Voilà, l'amour comme reflet de notre vie en société, mais surtout comme un énorme Far West.
avec ses shérifs, ses cow-boys et ses Indiens peut-être aussi, le voir, ce sentiment-là, comme une sorte de vaste plaine sur laquelle tout est à inscrire ou à écrire, hein. Les histoires d'amour, les films d'amour, c'est une palette énorme aussi pour un acteur. Oui, et même pendant longtemps, je disais que j'arrivais mieux à vivre des choses autour de l'amour dans mes personnages que dans la vraie vie. Et ça revient à ce qu'on disait juste avant. Moi, le cinéma me permet de faire plein de choses que je fais pas forcément aussi fort et aussi bien dans ma vie. Quels sont les grands films pour vous? Les grands films qui vous ont aussi donné envie, vous, de faire du cinéma, de vous plonger dans l'écran, d'en être, d'aller peupler ce monde-là? Alors, le tout premier, qui m'a vraiment donné envie d'être à la place de l'acteur que je voyais, c'est le film de Châtillaise avec Benoît Magimel, La vie est un long fleuve tranquille. Là, j'ai vraiment eu un choc en voyant ce gamin qui jouait si bien. J'avais une énorme empathie pour lui et du coup, je me mettais à sa place. Il y a aussi un autre film qui est moins connu, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Papa est parti, maman aussi, de Lipinska, je crois, et qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit. Parce que c'était des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes. Et donc, moi, j'adorais voir des enfants jouer la comédie parce que c'était fascinant. Mmh. Et l'enfant est devenu grand. Mais quand même, on revient à ce que disait tout à l'heure Ève de Boise vous concernant, avec cette part d'enfance qui semble ressurgir dans ce rôle et peut-être dans d'autres encore. Évoquez quand même Les Chatouilles d'Andrea Bescon, hein, où vous jouez l'amie de la famille qui gagne la confiance de la jeune Odette, 8 ans, avant d'abuser d'elle. Ce rôle-là, ça a été pour vous votre plus grande prise de risque comme acteur, vous diriez? Hmm. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais je dirais que je me suis pas autorisé à réfléchir à ce que ça impliquait dans ma propre carrière. J'ai plutôt été très touché par cette histoire et j'ai eu envie d'y participer pour être utile à ce que ce film existe. Enfin, il aurait existé sans moi, évidemment, mais je veux dire, dire oui à ce rôle était une manière politique pour moi de dire que ce film était important et qu'il était fort. Et certes, il y a plein de fois où on peut avoir peur de ne pas susciter l'empathie quand on est acteur. On aime bien plaire, on aime bien que les gens nous aiment et on aime que les gens se mettent à notre place. Là, c'est tout le contraire. Et ça m'a pas forcément épanoui de jouer ce rôle, mais le simple fait que c'est fait exister ce film suffit à me combler dans mon métier et dans mon parcours. D'autant que vous avez une fille, ou en tout cas vous en aviez une à l'époque, c'est aussi pour elle, vous avez 2 enfants je crois aujourd'hui, oui. Pardon, sans entrer dans les détails, mais oui, c'est aussi pour elle, on imagine que le scénario s'impose à vous à ce moment-là, c'est le type de film qu'il fallait faire, où il fallait peut-être s'engager pour raconter cela, prendre ce risque-là, non? Très honnêtement, j'ai fait la seule raison pour laquelle j'aurais peut-être pu ne pas faire ce film, c'était justement parce que j'avais un enfant du même âge, au même moment, et que ça me faisait un petit peu bizarre. Et puis après, ça c'est spontanément, on se dit oh j'ai peur de faire ce truc parce que ma gamine a le même âge que la gamine qui joue dans le film et tout. Ça c'est la première partie, et puis après on réfléchit un peu plus loin et on se dit non mais oui, ça peut être utile aussi bien pour elle que pour tous les autres enfants qui vont, enfin les enfants et les adultes qui vont voir ce film. Et là encore, ce film-là part d'une histoire vraie. C'est une fiction, mais qui s'inspire de la réalité et d'une histoire presque documentaire. Ce mot de documentaire, pour renvoyer ce que vont être dans les semaines à venir une nouvelle casquette, vous allez faire partie du jury de l'Œil d'Or du documentaire à Cannes, autour de la présidente, la cinéaste polonaise Agnieszka Holland. Quel lien vous avez avec le documentaire? Pourquoi ils sont allés vous chercher, vous? Alors, je pense que c'est la première raison, c'est parce que ils aiment tous les ans donner une place dans le jury à un ou une interprète, et pas forcément que des gens qui font, mais aussi qui font des documentaires ou qui sont des cinéastes, des réalisateurs, réalisatrices, ou des critiques et je trouve ça bien qu'on propose à des acteurs et actrices, tout comme dans d'autres sélections. Dans l'officiel à Cannes, il y a aussi des acteurs et actrices souvent, et
Et c'est aussi dire que les acteurs ne sont pas juste des pantins doués de parole, mais c'est aussi des gens, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais doués de sensibilité et d'un œil aussi, parfois aguerri, parce que justement, comme on travaille dans ce milieu, on voit beaucoup de films. Et puis, moi, j'aime le documentaire parce que c'est à la fois très proche et tout le contraire d'une fiction. Parfois, quand on dit la réalité dépasse la fiction, eh ben voilà, moi je repense particulièrement à tous les épisodes de striptease que j'ai vus dans mon enfance et mon adolescence, qui m'ont marqué par leur force et la véracité avec laquelle les choses nous étaient envoyées. Mmh. Et qui était feuilletonné, un striptease aussi, cette manière de raconter le réel dans l'œil de nos réalisateurs belges. Je voulais qu'on termine avec un mot du scénario, qui est quand même une étape importante dans un film. Or, vous sélectionnez, vous, comme tout acteur, des films sur un scénario. À quoi ça tient? On va donner la parole à Ève Deboise, qui est d'abord scénariste avant d'être réalisatrice et qui signe donc ce film Petite leçon d'amour. On vous retrouvera à l'écran dès demain. Un des points de départ du projet, de l'envie d'écrire cette histoire, c'était que ce soit justement avec des personnages qui parlent beaucoup. Et là, vraiment, j'avais envie d'une parole qui soit drôle, très libre, avec un jeu comme ça entre les personnages. Et puis, ce qui est très passionnant, c'est que comme c'est un peu très amusant aussi à écrire, comme c'est plutôt une comédie quand même, ce film, c'est qu'on a beaucoup de liberté en fait dans ce type d'écriture. Et tout ce qui est un peu ce qu'on appelle le sous-texte, que dans les drames, on travaille beaucoup sur ce qui est rentré, sur les silences, sur ce qu'on dit pas, mais qui passe autrement. Et en fait, dans une comédie, l'immense plaisir, c'est que on peut donner libre cours vraiment à une fantaisie et les personnages peuvent exprimer vraiment pas toujours ce qu'ils ressentent vraiment, mais en tout cas aller chercher l'autre et voilà, c'est une vraie interaction et je voulais beaucoup ça pour ce film. Dans ce film, dans ce scénario, quand vous l'avez lu, Pierre Deladonchamp, est-ce que vous avez perçu, c'est assez rigolo la manière dont elle dit presque que son film est un film un peu bavard, mais dans bavard, il y a cette idée du jubilatoire. Est-ce que ça transparaissait déjà au scénario? Oui, parce qu'on a en plus fait une lecture avec Laetitia et Ève très très rapidement et on voyait bien que voilà, il y avait des scènes qui promettaient d'être jubilatoires à jouer. Et elles le sont dans le débit aussi qui vous est offert et dans l'échange qu'il y a dans ce duo. Merci beaucoup à vous, Pierre Deladonchamp, d'avoir été avec nous autour Merci de de m'avoir cette reçu. grande table culture. Rendez-vous à Cannes alors pour ce jury de l'œil d'or du documentaire auquel vous allez participer et puis bien d'autres films à venir encore. Merci.